Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question centrale. La hausse des taux obligataires constitue-t-elle une menace ou au contraire une opportunité dans le cadre d'une stratégie patrimoniale? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Étienne Gorgeon. Tout d'abord, bonjour Étienne. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'activité obligataire chez Sanso Longchamp Asset Management. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Clément Blériot. Bonjour Clément. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Clément, on va voir avec vous l'impact dans un instant de cette hausse des taux sur une stratégie patrimoniale. Juste avant, Étienne, on va essayer de comprendre avec vous ce qui se joue sur les marchés obligataires. On voit une forte volatilité sur les taux obligataires depuis le début du conflit en Iran. Comment est-ce qu'on l'explique? Je ne suis pas sûr qu'on puisse anticiper ce qui va se passer dans les prochains jours, mais au moins, ça nous donnera une compréhension un petit peu des grands enjeux et des grands drivers à l'heure actuelle sur les marchés obligataires. Bon, pour rester dans la stratégie et éviter l'astrologie, donc ce qu'on ne sait pas, bien sûr. J'aime bien, moi, me référer à ce que nous dit l'histoire. Ce que nous dit l'histoire sur les chocs énergétiques précédents, donc des 40-50 dernières années, c'est que, premièrement, c'est plutôt une opportunité, historiquement. D'accord. C'est-à-dire que c'est des baisses qui engendrent plutôt des opportunités d'achat pour les investisseurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le schéma actuel de ce qui se passe, notamment entre l'Iran, les États-Unis et Israël, est assez normal quand on le compare au choc précédent. C'est-à-dire que plus haut, plus bas, alors c'est des moyennes, c'est assez grossier les moyennes, mais ça donne juste un point de référence. Si vous regardez la baisse sur le S&P des précédents chocs, c'est moins 8%. D'accord. Le point bas est entre 3 et 4 semaines et on a récupéré son point haut entre 1 mois et demi et 2 mois. Il se trouve qu'on est à peu près dans ce schéma-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai parlé d'opportunités d'investissement. C'est vrai, dans une grande majorité des cas, il y a un cas dans lequel c'est pas une opportunité d'investissement, c'est quand le choc se traduit par une très forte remontée des prix du baril qui génère par une inflation qui remonte très fortement, des banques centrales qui prennent peur et qui augmentent très fortement les taux. C'est un scénario qui est envisagé aujourd'hui, en tout cas qui est commenté aujourd'hui. C'est un scénario pas improbable à un moment où les économies sont un peu faibles. Il y a eu un scénario pas si éloigné de nous qui était dans les années 90 avec la première guerre en Irak. Ça, en général, c'est plutôt un scénario relativement défavorable où les banques centrales n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les taux et c'est rarement une bonne nouvelle pour les marchés. Ce scénario-là, moi, pour l'instant, encore une fois, on essaye de rester dans la stratégie et pas faire autre chose. Pour l'instant, on l'écarte parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt de qui que ce soit d'aller vers ce scénario-là. D'accord. Il y a des élections pour les Américains, pour Donald Trump. Tout le monde a besoin de ce pétrole. Les Chinois, les Japonais, l'Asie est très dépendante. L'Europe, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle. Donc, et les Iraniens, et pour les dirigeants iraniens non plus. Donc, c'est un scénario qui vaut ce qu'il vaut, mais pour nous, c'est plutôt une opportunité. On ne voit pas le scénario du pire et on verrait bien quelque chose qui s'apaise au niveau, parce que le vrai sujet, c'est le détroit d'Ormuz, quelque part entre mai et cet été. Alors, sans faire de l'astrologie, une question quand même, plus ça dure, plus j'imagine que le scénario défavorable prend de l'ampleur. À quel horizon on peut considérer qu'on va vers un scénario moins favorable que celui que vous évoquez à l'heure actuelle? On sait qu'au bout de 3 mois, nos capacités d'économistes à prédire l'impact d'un choc énergétique donc sur l'économie devient compliqué. D'accord. Dans notre jargon, on dit non linéaire. Ça veut dire que c'est obligatoirement pas une bonne nouvelle. Enfin, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. D'accord. Donc 3 mois. Quoi qu'il arrive. Donc là, on est à 1 mois et demi. À 1 mois et demi, on sait que ça tient à peu près. D'autant plus qu'on est plutôt dans un scénario où les économies sont assez résilientes. Dépenses d'investissement liées à l'IA aux États-Unis, mais également en Europe. Dépenses d'investissement liées à l'armement qui sont assez fortes des deux côtés de l'Atlantique. Donc on n'est pas dans un. Puis il y a des avantages. Par exemple, le fisc américain qui redonne de l'argent aux Américains, etc. Bref, on est dans un environnement où ça peut tenir relativement bien jusqu'à. On pense 3 mois, au bout de 3 mois, il faudra que les choses s'améliorent, parce qu'après, effectivement, et on le voit, ça peut ce choc énergétique, c'est un choc d'inflation, c'est un choc de pouvoir d'achat qui peut se diffuser relativement vite à tout le reste de l'économie. Et après, le risque, c'est qu'effectivement, légitimement, les banquiers centraux se retrouvent obligés d'augmenter les taux. Clément Blériot, quelle est l'analyse que vous faites? Alors l'analyse plus patrimoniale du contexte actuel. Est-ce que des taux obligataires qui augmentent, c'est une opportunité à court terme pour un certain nombre d'investisseurs? Est-ce que déjà vous avez des inquiétudes qui viennent de la part des épargnants que vous accompagnez sur est-ce que je change quelque chose tout de suite? Est-ce que j'attends de voir ce que ça donne sur le long terme? Est-ce que c'est une bonne chose de ne pas évoluer sa stratégie à l'heure actuelle? Comment est-ce que vous
conseiller et accompagner dans ce moment-là? C'est une excellente question, Nicolas. Alors effectivement, Étienne a parlé de macro. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est justement d'essayer de regarder ce que disent les gérants et de le transformer en décisions et conseils patrimoniaux. D'accord. Donc vous partagez l'idée que c'est une opportunité pour le moment? Alors, il y a toujours des opportunités. Ça, on est d'accord. En revanche, c'est uniquement pour les investisseurs, on va dire, avertis, disciplinés et accompagnés. D'accord. Il faut faire attention, il faut être sélectif. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'actualité regarde les marchés, nous, on est toujours basé sur les allocations. Et on voit qu'effectivement, la volatilité des taux, elle est là depuis un certain temps. Donc, on ne peut pas nous dépendre que d'un scénario. On est toujours obligé donc d'anticiper plusieurs scénarios. D'accord. Et parfois, quand l'investisseur final a un scénario, nous, il faut qu'on soit capable d'avoir une allocation robuste pour que si il s'est trompé dans ses convictions, nous, en tant que conseiller patrimonial, on ait fait le nécessaire. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va plus vers des fonds obligataires datés parce qu'il y a un peu plus de rendement, ou à l'inverse, on sort de tel ou tel type d'investissement en lien avec l'impact sur les marchés financiers? Alors, si on parle classe d'actifs, oui, effectivement, les fonds obligataires datés sont une solution aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une opportunité. Ça, c'est plutôt une opportunité. Après, si on a une hausse des taux, c'est toujours bien parce que ça nous donne une brique obligataire avec du rendement visible. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie diversification, on n'oublie pas le lissage, les points d'entrée. D'accord. Voilà. Donc, il faut avoir différents points d'entrée. Ça, c'est très important. Faut-il réagir en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, à ce qui se joue depuis 1 mois et demi en Iran, ou au contraire, faut-il rester sur sa stratégie patrimoniale telle qu'on l'a définie il y a plusieurs mois, plusieurs années avec son conseil? C'est une excellente question là aussi, Nicolas. Il ne faut pas faire l'autruche en se disant il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais en même temps, il faut rester stoïque et ne pas prendre de décisions impulsives. Ça ne remet pas en cause l'objectif ou le projet du client. Donc toujours se référer au projet, d'où la discipline, et peut-être faire une mise à jour, mais en tout cas ne pas prendre de décision hâtive. Étienne Gorgeon, plusieurs questions sur... On ne fait pas d'astrologie, évidemment. Est-ce qu'on est dans une situation comparable à 2022, notamment en matière de stratégie de banque centrale pour répondre à un choc inflationniste énergétique? Non, je pense que, en tout cas, pour l'Europe en particulier, le choc est moins important. Ce qui est intéressant, c'est il y a toujours un endroit dans le marché où vous allez trouver une information intéressante. Là, l'information intéressante, elle vient ce qu'on appelle des swaps d'inflation. Ce qui me permet donc, c'est un marché extrêmement liquide qui permet aux investisseurs, qui permet à tout le monde de voir un peu ce que le marché estime en termes d'évolution d'inflation. Ce qui est très intéressant, c'est que cette prime de risque sur ce risque inflationniste a baissé aux États-Unis. Et il a augmenté en Europe. Donc le risque est plus fort en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il a baissé, ce qui fait que les taux sont remontés d'à peu près 35-40 points de base et au plus haut à 50 points de base des deux côtés de l'Atlantique, mais pour des raisons différentes. Il a remonté aux États-Unis pour des peurs de déficit budgétaire, le fait que l'administration Trump challenge le droit constitutionnel, tous ces facteurs-là. Donc cette prime de risque qu'on appelle la prime de terme dans notre jargon, qu'on appelle qui nous rémunère pour détenir des obligations longues, a plutôt remonté, et c'était pas lié à l'inflation. En Europe, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt lié à l'inflation parce que, et c'est là où je vous rejoins, Nicolas, il y a un mini-trauma quand même, petit trauma, que la Banque Centrale Européenne a été trop tardive à augmenter les taux dus à cette inflation qu'elle voyait transitoire, et que de fait, en 2022, elle a dû y aller extrêmement fort, extrêmement vite. Donc, c'est pour ça que dans les courbes de taux, en ce moment, on voit 2 hausses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Moi, mon sentiment, c'est que c'est pas impossible qu'elle les fasse de manière préemptoire, parce que plus cette période d'instabilité liée à ce choc énergétique perdure, plus les effets de second tour vont arriver. Par contre, je ne pense pas que l'économie européenne soit dans une solidité assez forte pour se permettre de garder ces taux, cette augmentation de taux de manière pérenne. Dit autrement, une hausse moi je parierais plutôt sur une hausse de taux que 2, comme le marché, et je me dis que si elle en fait une, c'est pour baisser dès qu'elle a une visibilité un peu plus forte. La seule chose à laquelle je crois fondamentalement, c'est qu'il me semble, ou il nous semble du côté de chez Sanso-Longchamp, que des deux côtés de l'Atlantique, on est plutôt à des niveaux de taux pour l'instant qui sont plutôt pas trop mal. Ils ont un tout petit peu de temps
Ok. Les deux banques centrales ont un tout petit peu de temps. Donc, on va voir comment les choses évoluent. On n'est pas obligé d'augmenter les taux au mois d'avril, comme à un moment c'était pricé en Europe. Je pense qu'on va prendre un tout petit peu le temps de voir comment les choses évoluent. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'on a du rendement. C'est-à-dire que, Oui, bien sûr. en début d'année, moi en tant que gérant obligataire, et on fait beaucoup de portefeuilles, donc évidemment des portefeuilles datés, mais également des portefeuilles pour nos clients en direct, où on fabrique des solutions de rendement comme le fait Clément, et on se demandait mais qu'est-ce qu'on va offrir à nos clients? Là, on retrouve des opportunités, on a saisi des opportunités, notamment sur le crédit au mois de mars. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On arrive à faire des portefeuilles qui génèrent entre 5 et 6% et demi de rendement solide. Clément, est-ce qu'on augmente la poche obligataire en lien avec l'opportunité actuelle sur les marchés? Alors, bien sûr, mais encore une fois, il faut être sélectif. Le rendement, c'est intéressant, mais il faut toujours regarder le risque associé. Parce Bien que sûr. parfois, voilà, on peut se faire un Le peu couple avoir. rendement-risque marche Voilà, dans tous les cas. Toujours le couple rendement-risque. Et oui, la brique obligataire, si on a une hausse des taux, est une opportunité à saisir, bien évidemment, tout en n'oubliant pas la diversification avec les autres classes d'actifs. C'est évident. D'accord. Et donc, parmi les autres classes d'actifs, est-ce que là, on fait des arbitrages à l'heure actuelle ou pas forcément? Alors, encore une fois, normalement, lorsqu'on a pris une bonne allocation dès le départ, en cohérence avec l'objectif du client, il n'y a pas lieu de faire de grosses modifications. D'accord. Simplement des mises à jour, effectivement, qui sont en corrélation avec le marché. Donc, les fonds datés, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on les a en ligne de mire et elles ont un rôle très important. Bien sûr. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monétaire peut aussi avoir du sens si la hausse des taux se précise. Et puis, dans une diversification, on n'oublie pas les actions, mais les actions, on va dire, à pricing power, donc très sélectives. On oublie le bêta, on va vraiment regarder le pricing power. Les matières premières aussi ont leur sens. D'accord. L'or aussi. Donc, tout ça dans une logique patrimoniale de diversification pour anticiper tous les scénarios possibles. Hausse comme baisse, comme statu quo. Étienne Gorgeon, rapidement en conclusion, on a beaucoup parlé d'obligataires. La hausse des taux souverains en Europe peut-elle venir remettre en cause ces plans de relance budgétaires, enfin en tout cas le financement de ces plans de relance budgétaires qui doivent porter quand même aussi la croissance en Europe à venir dans les prochains mois, voire prochaines années? Moi, mon intuition, c'est que les plans de relance, on est plutôt à la fin de ce schéma où on avait des plans de relance et on avait des banques centrales qui les finançaient pour une raison toute simple, c'est que notamment aux États-Unis, quand vous êtes à 3 d'inflation, quand le sujet principal à la radio, à la télé, en permanence, c'est le pouvoir d'achat, ils n'osent pas parler d'inflation, là-bas ils parlent de pouvoir d'achat. Et c'est vrai dans une moindre mesure chez nous également. Alors, vous ne voulez pas trop prendre de risques sur la stabilité financière dans un environnement où il y a tellement de leviers. Bien sûr. Et donc moi, mon sentiment, c'est que... le rendement va, les déficits publics financés par les banques centrales, je pense que c'est un peu derrière nous et qu'on va rentrer dans des périodes où on remet ça un petit peu à plat. Et pour moins de déficit public, il y a beaucoup trop d'émissions. Une des raisons pour laquelle les primes de risque à long terme augmentent sur le marché obligataire, c'est qu'il faut trouver un acheteur marginal tous les jours. Aux États-Unis, c'est comme en Europe, comme en France. Vous avez le Trésor français, ils sont extrêmement bons à aller chercher cet acheteur marginal, mais quand vous avez autant à émettre, il y a un moment, vous êtes obligé de vous ajuster au niveau des prix. Et une des raisons du réajustement budgétaire en discussion en ce moment, c'est l'augmentation des rendements. Donc vous avez un vrai problème. Soit vous trouvez un acheteur marginal, soit les rendements augmentent pour que les choses se rééquilibrent naturellement. Donc je pense qu'on va tourner la page, moi, à ce monde, pour entrer dans un monde peut-être un peu plus difficile, mais peut-être un peu plus sain. Merci à tous les deux. Merci Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire chez Sanso Longchamp Asset Management. Merci Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.